L'encadrement, le recrutement, le contrôle. Fallait au moins qu'on soit deux. J'ai une excuse, l'autre c'est mon père, son fils. C'est lui qui me l'a demandé. Soi-disant, c'est elle qui lui avait dit qu'elle voulait qu'il fasse ça. Moi, elle ne me l'a jamais dit. Tu es sûr, papa? Oui, elle m'a dit, cette ville que j'ai tant aimée. Alors un jour d'août, au soleil, d'un bateau, avec mon père, on a jeté ma grand-mère dans l'eau du Vieux-Port. Juste à l'entrée, quand on vient de la mer, près de la digue, devant le pharo, avec 3 roses que j'avais achetées sous le clocher des Accoules, parce que c'était là qu'elle avait habité quand elle avait un perroquet, et un singe, et un lapin qui s'appelait cul cousu, parce que la chèvre qu'elle avait élevée avait mangé le cul du lapin. Et ma grand-mère lui avait recousu le cul, et du coup, cul cousu, il la suivait partout dans la maison, comme un petit chien. Pendant la guerre, un jour, tout le monde se demandait pourquoi la grand-mère pleurait en servant un plat. C'était parce qu'on mangeait sa chèvre. C'est typique. Ce sont des choses typiques. Elle avait aussi un caméléon et 2 chiens, Moby et Dick. Et elle écoutait toujours la radio, et un jour elle avait tiré au revolver en l'air parce que des gens avaient essayé de cambrioler sa maison, mais ça, c'était il n'y a pas trop longtemps, disons 20 ans. Il y a 20 ans, elle faisait encore ça, tirer au revolver. Parce qu'elle habitait dans un endroit qui s'appelait le chemin de la Madragueville. Ça me faisait toujours penser à Brigitte Bardot quand on allait chez elle. Il y avait un jardin et en fait, elle était gardienne. Disons qu'elle faisait des heures de ménage dans le bureau attenant à son domicile. Disons, pour être plus clair, qu'en échange d'un logement, elle faisait le ménage dans le bureau qui jouxtait et qui appartenait à une entreprise de travaux publics. Trabeté et Turtini, ça s'appelait. Chaque dimanche, on allait chez elle, et avec ma sœur, on jouait dans le jardin. De temps en temps, j'allais faire le tour dans les bureaux déserts avec les téléphones, les machines à écrire, les machines à compter. J'adorais les machines à compter. Et aussi les stylos, les gommes, les règles, les planches à dessin, les thés, et puis le coffre-fort. Je passais des heures à essayer de l'ouvrir. C'est justement ce coffre-fort que les cambrioleurs avaient essayé d'emporter un soir, et c'est pour ça que ma grand-mère, Dolores, elle était italienne, avait tiré au revolver dans la nuit par le vasistas. En l'air, en l'air, pour faire peur. Des années plus tard, on avait appris que c'était le fils du directeur de l'entreprise de travaux publics qui avait renseigné les cambrioleurs. Peut-être même qu'il en faisait partie lui-même des cambrioleurs. Un fils Trabeté ou un fils Turtini, bon, on n'a jamais su. Ils avaient un voleur dans la famille, comme nous. Je veux dire que le dimanche, on en profitait pour téléphoner en Italie à Rosine, la sœur de Dolores, ni vue ni connue. Et tout le monde parlait à tour de rôle. Eh si, pronto, brava, come sta bene, etc., etc. Cette entreprise de travaux publics a fait complètement faillite. Je me suis toujours demandé si ce n'était pas à cause des coups de téléphone qu'on passait en douce. Mais comme c'est moins cher les dimanches, finalement, on ne volait pas beaucoup. Mais on volait. Ils se sont bien vengés parce qu'après, quand elle est allée en clinique pour son opération du genou, eh bien, tout a été dévalisé chez elle, mais tout. La télé, la radio, le lit, l'armoire, tout. À la clinique, justement. Il y avait des compteurs pour regarder la télé. C'est-à-dire que si elle voulait la regarder, elle devait mettre des pièces dans un compteur, comme pour les flippers, au chevet du lit. Un jour où j'allais la voir, j'avais pensé à lui apporter des pièces de 1 franc, un rouleau, comme cadeau. Eh bien, quand je suis arrivé, elle m'a montré qu'en fait, elle ne s'en servait pas des pièces de 1 franc, ou bien juste pour la forme.
parce qu'elle avait trouvé un système avec la lime à ongles en acier pour coincer ce compteur et elle regardait la télé gratuitement. Et ça, mes parents ne le savaient pas. Boulevard d'Athènes, il y a un restaurant qui maintenant fait couscous, genre Palais des Mille et Une Nuits. C'est là qu'elle a travaillé comme serveuse. Elle boitait, elle a toujours eu mal au genou, toute sa vie. Ça avait commencé avec une opération au ménisque qui avait mal tourné, infection, un truc de ce genre. On a fini par le lui immobiliser complètement le genou. Puis on le lui a coupé pour souder les os du haut et du bas. Elle n'avait plus de genou à la jambe gauche. Elle disait toujours qu'elle voulait se faire enterrer debout pour faire chier ses jambes toute l'éternité, parce qu'elle l'avait fait, elle, toute sa vie. Debout face à la mer. Elle le disait toujours. Mais après, ça a changé cette idée. Elle a décidé qu'elle voulait se faire incinérer et que mon père jette ses cendres dans la mer en face du port de Marseille, cette ville qu'elle avait tant aimée. Avant le restaurant du boulevard d'Athènes, elle travaillait dans un autre restaurant, Place aux Huiles, chez Arnould. Une bonne période, elle disait, c'était une bonne période. Le samedi soir, après le service, toutes les serveuses faisaient une course de pastèques. C'est-à-dire qu'elles faisaient l'aller-retour du restaurant à Notre-Dame-de-la-Garde avec une pastèque sur la tête. Et à la première qui arrivait, les autres payaient à dîner. Mon père lui demandait, mais pourquoi vous faisiez ça? Après une journée de travail, c'était de la folie. Debout toute la journée, quelle idée? Et elle répondait, on faisait ça pour gagner un dîner gratuit, pardi. C'est dans ce restaurant qu'elle servait tous les midis Rému. Je lui ai demandé s'il était gentil. Elle m'a dit, c'était un monsieur. L'air de dire, avec la bouche de côté, qu'il devait s'en croire. Comme on dit, il s'en croyait, quoi. Il posait son chapeau sur la table, et c'était un monsieur. Vers la fin, mon père s'était mis à l'appeler Lola. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien maintenant, c'est sûr, Lola. En fait, cette histoire, c'est une histoire pleine de restaurants. On ne parle que de restaurants. On a toujours parlé dans ma famille que de restaurants. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple, mon grand-père, que je n'ai pas connu, Louis, il s'appelait Louis, quand il est arrivé avec ma grand-mère à Marseille, avec mon père aussi, qui était tout petit, puisqu'il avait 2 ans. Il était né à Rome. Eh bien, mon grand-père, Louis, a acheté un restaurant. Vous voyez, c'était pas moi qui l'invente. Et ce restaurant était à la Capelette. Ma grand-mère faisait la cuisine et Louis allait se promener. Normalement, il aurait dû aider, mais il n'aidait pas. Et c'est pour ça qu'ils se sont disputés et que je n'ai jamais connu mon grand-père. Pour une histoire de persil. Elle lui disait, « Ah, il me manque du persil, il faut que tu ailles acheter du persil. Tu peux faire au moins ça, Luigi. » Ça devait être le matin, juste avant que les premiers clients n'arrivent. Il fallait faire la mise en place et tout. Et lui, il partait, il allait acheter le persil. Eh bien, un jour, il est revenu avec 2 heures de retard. Le genre, vers 2 heures de l'après-midi, ils ont dû se disputer parce que non seulement ma grand-mère devait servir toute seule tous les clients, mais en plus faire la cuisine et surtout sans persil. Je pense que c'est surtout la honte qu'elle a dû avoir de servir, admettons, des tomates à la provençale sans persil. C'est quelque chose comme ça qui a dû lui rendre cette situation invivable, plus que le fait de ne pas être aidé pour servir. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après cette dispute, ça a du mal aller à cause de l'histoire du persil, et des gens qui n'étaient pas contents du fait qu'elle ne pouvait servir seule tout le monde, plus le gosse qui était mon père, il fallait s'en occuper, et puis va savoir. Bien sûr, ma grand-mère, elle ne voyait que cette histoire de persil, mais peut-être que... Qu'est-ce qu'il avait fait, lui, le matin? On ne le saura jamais. C'est peut-être pas tellement qu'il avait du persil à acheter, il devait s'en foutre, mais peut-être il a dû, je ne sais pas moi, se promener comme ça, dans Marseille, une matinée, et arriver en retard, avec cette histoire de persil qu'il avait oublié, simplement oublié, parce qu'il devait penser à autre chose. Et à quoi? Au soleil, peut-être, dans des bars, des histoires d'argent, je ne sais pas, des histoires de jeu, peut-être. Bien qu'il n'ait pas eu cette réputation. Coureur, alors, peut-être coureur. Comme je ne l'ai jamais connu, je ne peux pas savoir. Je ne peux écrire que ce qu'on m'a dit, qu'il est mort en Algérie dans les années 60, après l'indépendance en tout cas. J'aurais pu le connaître si j'avais été assez grand. On s'est raté, c'est tout. Enfin, cet homme a quitté ma grand-mère pour des raisons inconnues. Officiellement, c'est à cause du persil. Elle s'est retrouvée toute seule à devoir élever un gosse. Elle a fait tout, des ménages et aussi serveuse de restaurant, donc.
mais toujours payé au noir. Et à la fin, quand il a été question d'avoir une retraite, eh ben, que dalle, elle n'a rien eu. Comme si elle n'avait jamais travaillé, alors qu'elle avait passé sa vie à trimer comme un âne. C'est la vérité. Elle racontait toujours que, petite, la plus grande engueulade qu'elle avait jamais eue, c'était parce qu'elle avait mis un piment dans le cul d'un âne. Tu parles, l'âne. Il avait dû partir à toute allure, fou de douleur. Elle disait ça pour dire qu'elle n'était plus enfant, parce que je ne connais pas une personne qui aimait plus les animaux qu'elle. Elle a toujours eu des animaux, mais pour elle, les animaux, c'était des gens. Son perroquet l'appelait maman. Elle rentrait du travail dans le quartier du Panier, qui a été détruit par les Allemands. Elle tournait le coin de la rue et elle entendait le perroquet qui criait « Maman! Maman !» quand il sentait qu'elle arrivait. Ça vit vieux, les perroquets. J'aurais pu peut-être le connaître. Ou bien il est encore vivant, lui. Qui sait? C'est pour ça, entre autres, qu'elle détestait les Allemands. Au point qu'elle refusait de se soigner avec un médicament s'il était fait par un laboratoire allemand. Elle regardait toujours le nom du laboratoire sur les médicaments. Elle avait de la suite dans les idées. Ce perroquet avait mordu mon père à la lèvre, il lui avait même carrément transpercé la lèvre. Il a une petite cicatrice que personne ne peut voir. Lui, il devait vouloir l'embrasser, et l'autre, jaloux, l'a mordu. Alors peut-être qu'ils l'ont tué. En tout cas, ça aurait été une bonne raison pour le tuer, parce qu'elle l'aimait, son fils, mon père, sa mère, ma grand-mère. Toujours elle disait, c'était le plus beau. Et mon père ajoutait, mais j'avais plein de poils. Eh oui, il avait plein de poils. Parce que voilà ce qui s'était passé. Quand il est né, elle lui donnait son lait à boire, mais le lait avait tourné, et lui, il périclitait. En fait, elle lui donnait comme de l'eau sale à boire. Et lui, il est venu une poussée de poils, on aurait dit un petit singe. Alors le médecin, il a dit, mais c'est votre lait qui n'est pas bon, vous êtes en train de l'empoisonner, madame, votre fils. Et vraiment, alors, qu'on lui dise ça à elle, qui n'aimait personne plus que son fils, elle en était outrée. Ils lui ont donné du lait d'ânesse, et il a été guéri. Elle allait, je ne sais où, sûrement, devait traverser tout Marseille pour trouver du lait d'ânesse. C'est pareil pour l'huile de foie de morue. Elle avait entendu dire que c'était bien comme fortifiant, et elle lui donnait sans arrêt de l'huile de foie de morue. Et pour faire passer le mauvais goût de l'huile, juste après, elle lui donnait une tranche d'orange. Résultat, mon père a toujours adoré l'huile de foie de morue, mais par contre, il détestait les oranges. Non, c'est des histoires incroyables. C'est plein d'histoires incroyables. Comme celle de ma mère qui pesait 900 grammes à la naissance. Personne ne me croit, jamais. C'est pour dire. Et là, il s'agit tout de même de l'autre côté de ma famille. Hein. Eh bien, c'est aussi plein d'histoires incroyables. Ou bien tout ça est dans ma tête. Je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui déforme les choses? C'est pas possible. Puisque ma grand-mère maternelle, Augustine, l'autre, qui est morte à 102 ans et que je n'ai pas jetée dans le Vieux-Port, eh bien, cette boîte à biscuits qui servait de berceau à ma mère, elle l'a gardée longtemps dans son tiroir, pour justement la montrer aux gens qui ne croyaient pas cette histoire incroyable. Paraît-il qu'on ne peut pas vivre à ce poids-là. Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai toujours entendu dire que ma mère avait pesé 900 grammes à la naissance, parce que son frère jumeau avait tout pris. Ah tiens, il y en a un autre au fond de son ventre. Parce qu'à l'époque, il n'était pas question d'échographie ou de quoi que ce soit du même genre. Au dernier moment, ils ont sorti en plus, ma mère, un petit truc de 900 grammes qui n'était pas prévu au programme et à qui on ne donnait pas cher pour vivre. Et pourtant, ça a marché. Voilà une chose qui a marché. Elle a grandi. En plus. Elle était en plus. Même qu'on l'a habillée avec les habits d'une poupée, c'est tout ce qu'on avait puisqu'elle n'était pas prévue. Mais ça, c'est l'autre côté de la famille, du côté de ma mère. Alors lui, mon père plein de poils et ma mère de 900 grammes, où on va comme ça? Pourtant, c'est vrai, hein. Et ce n'est que le début. Dolo faisait des ménages chez des gens. Un jour, elle nettoyait les escaliers d'un immeuble, rue Pavillon, à quatre pattes. Elle travaillait chez le locataire du premier étage, et c'était à leur tour de nettoyer leur partie de l'escalier. Mon père, son fils, était à l'école à côté, et après la classe, il venait la rejoindre, et il restait avec elle dans les escaliers. Il devait avoir dans les 7 ou 8 ans. Et un jour, il entendit quelqu'un descendre l'escalier en courant, venant du deuxième étage. Il leva la tête et vit une petite fille. Alors, il entendit en lui une voix qui lui disait « Tu vois, cette petite fille, ce sera ta femme. » C'était ma mère. Elle avait 6 ou 7 ans et elle allait chercher le pain. C'est la première fois qu'ils se sont vus tous les deux. Puis, ils ont oublié qu'ils s'étaient vus et par recoupement, rue Pavillon, escalier, ménage, date, mon père s'est rendu compte
que la voix, ce qu'elle avait dit, était devenue vraie. La deuxième fois, c'était peut-être 9 ans après, à la foire de Marseille. Mon père, Alex, était déguisé en arabe. C'était un peu comme un reste des célèbres expositions coloniales qui avaient eu lieu à Marseille dans le temps, et tout Marseille défilait en septembre à cette foire pour passer de bons moments. Moi, j'ai connu la fin de cette époque-là. On y allait passer la journée, c'était un rite obligatoire, on visitait le char d'assaut, il y avait toujours un char d'assaut dans lequel on avait le droit de rentrer, et aussi, des fois, un mirage, on montait dans le mirage et on pouvait s'installer à la place du pilote et même mettre le casque. Alors, comment mon père s'était-il retrouvé déguisé en arabe à la foire de Marseille? Eh bien, pour se faire de l'argent, il vendait des petits objets dans un stand arabe, tapis, babouches, chéchia, service à thé, narguilé, pouf. Et pour faire couleur locale, les vendeurs étaient obligés de s'habiller en arabe, avec gandoura, sandales et chéchia. Et lui, en plus, savait compter en arabe jusqu'à 9. Toujours, je lui demandais de parler arabe, et il comptait jusqu'à 9. Et il savait faire ça. Hein. Et je crois même que si on lui demandait encore maintenant de le faire, il en serait capable. C'est quelque chose qui me sidérait, ça me rendait très fier. Comme tout Marseille allait à la foire, eh bien, ma mère y est allée aussi, et dans ce stand, elle a acheté un porte-monnaie en cuir avec quelques dorures. C'est là qu'ils se sont croisés pour la deuxième fois, et elle se souvient qu'elle avait été intriguée par ce type qui allait devenir son mari, qui lui rappelait quelqu'un qu'elle avait déjà vu, mais elle ne savait pas où, et qui manifestement était déguisé en arabe, sans être arabe. Et comme elle ne connaissait pas l'arabe, elle ne pouvait pas savoir que ce qu'il disait, c'était simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi mon père s'était-il retrouvé dans ce stand arabe et pas dans le stand tyrolien, habillé en tyrolien avec un short en cuir vert et sachant compter jusqu'à 9 en allemand? Mais tout simplement parce que ma grand-mère, vivant seule, au bout d'un certain temps, elle en a eu marre d'être seule. Surtout à élever un enfant, et elle a connu un ouvrier marocain que moi j'ai connu après et qu'on appelait Charles. Moi, je l'appelais Tonton Charles. En fait, il s'appelait Mohamed. Et il a vécu avec ma grand-mère jusqu'à ce qu'il meure d'épuisement. En voilà encore un qui a travaillé toute sa vie comme un dingue. Dès qu'il avait 5 minutes, il repeignait l'appartement, il coupait le platane, il réparait les serrures, il repeignait les volets. Il avait des muscles incroyables et il était toujours bronzé. Il avait été terrassier. Il faisait des trous dans les rues. Et c'est en faisant un trou devant la maison de ma grand-mère qu'ils se sont connus. Et moi, rien ne me rendait plus fier que d'aller me promener le dimanche matin avec Charles. On allait au café, acheter des cigarettes, et je ne comprenais pas pourquoi il fallait aller à un café spécial et pas à celui où allait tout le monde. Et en l'écrivant, maintenant, je comprends. On devait aller dans un café fréquenté uniquement par des Arabes, et lui ne voulait ou ne pouvait pas rentrer dans ceux où j'allais avec ma grand-mère. Je veux dire ceux qui étaient à côté de l'endroit où on faisait des courses et auxquels il aurait été normal que nous allions, vu la disposition du quartier. Par exemple, celui qui était devant l'arrêt de l'autobus. Je sens encore au bout de mes doigts les cales dans la paume de sa main, et j'étais fier de marcher avec lui dans la rue. Voilà pourquoi mon père était déguisé en arabe et a vendu un porte-monnaie en cuir à ma mère. Il avait dû trouver ce travail grâce aux relations de Charles. Mais ça ne colle pas trop bien parce que l'histoire du porte-monnaie, c'est forcément avant la guerre. Et à cette époque-là, Dolo habitait dans le quartier du Panier, qui a été détruit par les Allemands. C'est seulement après la guerre qu'elle s'est installée chemin de la Madragueville, et j'ai toujours entendu dire que c'est devant cette maison qu'il avait eu la tranchée qu'avait creusée Charles. Alors, où ils se connaissaient avant la guerre, et ils se sont retrouvés par hasard devant cette maison, ou bien il s'agit d'une autre personne arabe que Dolo aurait connue avant la guerre, et je ne vois pas qui. Un autre Charles, qui se serait appelé aussi Mohamed, ou Malouf, ou Ali. On ne sait pas. La troisième fois qu'ils se sont rencontrés, c'était un 1er janvier, ou plutôt un 31 décembre, à un réveillon organisé par des amis communs du conservatoire de musique. Ma mère était dans la classe de harpe, mon père dans la classe de chant, et c'est enfin là qu'ils ont été présentés l'un à l'autre. À minuit, ma foi, ils ont dû s'embrasser pour se souhaiter une bonne année, comme ça se fait, mais sans savoir qu'ils s'étaient déjà vus. Alex était allé à Paris pour présenter le concours du conservatoire, et il avait été reçu comme auditeur libre, mais il n'avait pas assez d'argent pour rester à Paris. Il était retourné à Marseille. Il devait avoir déjà 2 ou 3 vies derrière lui.
Et c'est après, une 4e fois, qu'ils se sont retrouvés à la radio, ma mère harpiste et mon père choriste. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont vraiment rencontrés. Je veux dire, ils ont dû s'embrasser sur la bouche, pour commencer, sans doute. Dans cet escalier de la rue Pavillon, ce n'était pas une vie pour un petit garçon. Dolo l'avait mis chez les jésuites, à la Viste. Elle ne pouvait pas s'en occuper toute la journée. Il fallait qu'il soit pensionnaire. C'était un petit garçon trop turbulent. Il n'arrêtait pas de faire des idioties. Et même, il avait failli se noyer. Le dimanche, Dolo l'amenait à la plage, une petite crique à la Madrague de Montredon, et il y allait avec des amis. Et un jour, qu'est-ce qui s'était passé? Il avait glissé d'un rocher où il était en train de chasser des crabes, et il était tombé dans un trou d'eau, et Dolo l'avait rattrapé par les cheveux. Il était en train de se noyer, et ça, elle avait entendu dire que quand on se noie, eh bien, on remonte à la surface 3 fois, mais pas 4. Le temps qu'elle l'entende crier, de courir sur les rochers, de se pencher, de s'agripper d'une main et de tendre l'autre, mentalement, elle avait compté qu'elle avait déjà vu sa tête remonter 2 fois, et elle était sûre qu'il allait remonter une 3e fois, et que c'était la dernière, et que si elle ne l'attrapait pas cette fois-là, elle ne le verrait plus jamais vivant. Alors, le moment incroyable qui a dû durer une éternité, où il avait disparu après sa 2e remontée, et où elle a attendu de voir sa tête ressortir de l'eau. Tu parles. Par les cheveux, elle te l'a pris, et de toutes ses forces, elle l'a tiré de l'eau. L'intuition de lui avoir laissé les cheveux longs, parce qu'elle avait toujours voulu avoir une fille. Il ne faut pas couper trop court les cheveux des enfants. Chez les jésuites, quand elle l'a amené après, ils lui ont coupé les cheveux. C'est la première chose qu'ils ont faite. Mais c'est pas pour ça qu'il a arrêté d'être turbulent. Dans la cour du pensionnat, ils étaient en rang et il y avait un vieux curé qui avait une grande barbe blanche. Alex a parié qu'il était capable d'aller lui tirer la barbe pour voir si elle était fausse ou pas, et il l'a fait. Je l'imagine en train de sortir du rang et de s'approcher du curé et de lui tirer la barbe, rien me fait plus rigoler que ça. J'imagine la tête qu'ils auraient tous faite si elle avait été fausse. Avec un élastique, ça aurait été vraiment un événement incroyable. Mais il n'y a qu'un enfant pour essayer de faire venir au jour l'incroyable, risquer une énorme punition pour vérifier la réalité. Être capable de ça, être cap. T'es pas cap? Oui, je suis cap. Il n'y a pas assez de gens cap. Le pensionnat était juste sur le côté de la grande montée de la Viste. Ça s'appelait la Viste parce que de là, on voyait la baie de Marseille en entier. À ce pensionnat, il y restait un bon moment, et Dolo racontait toujours qu'elle sentait les choses qui arrivaient à son fils. Par exemple, le matin, avant d'aller travailler au restaurant ou faire des ménages, des fois il lui prenait l'envie furieuse sur le champ d'aller au pensionnat. Elle tapait à la porte au petit matin, on lui ouvrait et elle disait « Il a été malade cette nuit, je viens voir mon fils ». Bon, la première fois, les curés ne comprenaient pas, ils se sont dit que quelqu'un l'avait averti, et au bout d'un moment, ça les rendait fous. Chaque fois que cet enfant était malade, la nuit, sa mère arrivait le matin pour voir comment il allait. C'était un défi à leur esprit, de la télépathie entre un fils et sa mère. Et puis ils ont pris l'habitude. Il n'y avait qu'à constater le fait, c'était vrai. C'est là qu'Alex a commencé à s'intéresser à tout ce qui était fiction. Un des curés, qu'il aimait bien, s'occupait de marionnettes. Un petit Castelet dans un coin, avec des guignols, à la Viste. Le dimanche, il retournait dans le quartier du Panier et retrouvait le petit perroquet qui le remplaçait en semaine, et aussi le caméléon qu'il essayait de mettre sur un tissu écossais pour voir s'il pouvait changer de couleur plusieurs fois en même temps. Il faisait des expériences sur la réalité. Là, il a posé des questions à Dolo pour savoir pourquoi lui, il n'avait pas de père. Et elle lui a raconté ce qu'elle pouvait lui raconter. Qu'ils étaient séparés, que lui, il était né à Rome et que là-bas, il avait une famille, et que même il avait une grand-mère, comtesse, et que son père avait des frères qui étaient généraux dans l'armée italienne, et qu'il avait existé déjà un Alexandre, son oncle, qui s'était suicidé en Tripolitaine, et que c'est à cause de lui que son père l'avait appelé Alexandre. Alors, vers 12 ans, au début des années 30, il a attendu la nuit dans le dortoir du pensionnat, il a pris une petite sacoche, et quand tout le monde dormait, il a enjambé le mur qui donnait sur les écuries des chevaux, et il est parti vers la frontière italienne pour aller voir ce pays où il était né, et où des gens le connaissaient, notamment une comtesse, qui était sa grand-mère. Il a fait Marseille-Menton à pied.
Il suffisait de suivre le littoral. D'abord descendre vers le Vieux-Port, puis prendre à gauche la rue Paradis, et marcher jusqu'à Mazargues, passer devant le stade Vélodrome qui n'était pas encore construit, monter la Gineste au petit matin, dominer l'anse de Cassis avec sa falaise, puis la Ciotat, Bandol, Saint-Lary, Toulon, Hyères, la côte du Lavandou, Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Cannes, Juan-les-Pins, Antibes, Nice, Monte-Carlo et enfin Menton. Quand je lui ai demandé l'été dernier combien de temps il avait mis, il m'a dit qu'il ne se souvenait plus, peut-être une petite semaine. Et pour manger, mais comment tu faisais pour manger? Je demandais aux gens. Il avait fait la Riviera en 1930 à pied à 12 ans, avec ses rêves dans la tête. Je veux voir mon oncle qui est général. Oh putain, les gardes-frontières s'étaient mis à courir en tous sens. Qu'est-ce que c'est? Chef, il y a un gosse qui demande d'avoir un général. Branle-bas de combat. 4 heures après, le général arrivait à la frontière. Les gardes-frontières n'en croyaient pas leurs yeux. Il a pris le petit par la main et il l'a amené dans sa voiture qui allait vers Turin. Il était devenu d'un coup le fils de Luigi, le neveu d'Alfredo, le cousin de Félix, le petit-fils de la comtesse. Ça valait le coup de marcher un peu. Ils ont téléphoné à Marseille, à Dolores qui était en train de se faire un sang d'encre. Depuis une semaine, elle campait carrément au pensionnat chez les frères. Ils ne savaient plus quoi faire pour cette pauvre femme. Puis le général l'a amené à Rome et la famille a décidé de le mettre au séminaire. Un type comme ça, qui a de la suite dans les idées, il n'y avait qu'un endroit pour le mettre, c'était là. Lui, il se laissait faire. En fait, son grand rêve, à ma grand-mère, aurait été que son fils devienne pape. Et ma foi, ça aurait peut-être été possible, parce qu'au séminaire à Rome, à 12 ans, parlant déjà le français, mon père prétendait que s'il avait eu la foi, il aurait peut-être pu. Mais il n'avait pas la foi, et ça ne se bricole pas, la foi. Alors quand Alex me dit « Tu te rends compte tout de même que si j'avais eu la foi, j'aurais pu être pape ?» Je lui réponds « Oui, mais moi j'aurais pu être fils de pape. » Oh, c'est pas mieux, mais ça aurait fait plaisir à ta grand-mère. Moi, quand j'ai fait ma première communion, on m'a amené à Rome et on m'a offert une montre. Et je me souviens de la nonna dans le jardin où il y avait les figues. C'est là que j'ai appris que j'avais été conçu à Rome pendant l'année sainte, volontairement. Je sais pas pourquoi, Alex me dit toujours « Tu as été conçu à Rome, et puis après un temps, volontairement. » Qu'est-ce que ça veut dire, volontairement? Comment peut-on vouloir quelque chose sans savoir ce que ce sera? Mais c'est comme ça, faut pas chercher. Volontairement. Il doit faire allusion à l'histoire du caoutchouc. Dolo qui disait toujours, quand elle était en colère contre Alex, « Satané caoutchouc !» Et puis elle rigolait. « Eh ben dis-le, maman, quoi, dis-le !» Qu'est-ce que je dois dire? L'histoire du caoutchouc. Que s'il n'avait pas craqué, le caoutchouc, tu serais pas là, imbécile. Et tout le monde qui se marrait autour de la table à carreaux. Alors en fait, au lieu de faire pape, Alex, après avoir raté son concours de chant, enfin qu'est-ce que je dis raté, il l'a pas raté, il l'a réussi en auditeur libre, mais il n'a pas pu rester à Paris à cause des sous. Si j'écris qu'il l'a raté, il m'étrangle. Parce qu'en plus, il avait une belle voix, étant jeune. Après pape, le métier que Dolo aurait aimé lui voir faire, c'était Caruso. Le voir chanter la bohème à la Scala, même à l'Opéra de Marseille, ça aurait été quelque chose. Bref, après son séjour en Italie, il a bien fallu qu'il revienne en France pour retrouver sa mère. Et là, il a fait d'abord apprenti cuisinier. Bon, Alex, ça ne lui plaisait pas trop. Dolo, lui, donc, a fait faire un CAP d'ajusteur, mais il n'aimait pas le métal. Ce qu'il aurait aimé, c'est l'ébénisterie, mais il n'y avait plus de place. Après, ça a été vendeur arabe, coursier, saute-ruisseau, vendeur de tissus, croque-mort, choriste, courtier, donneur d'ordre à la bourse aux grains, démarcheur, réalisateur et scénariste de films publicitaires qui passaient dans les salles de Marseille à l'entracte, notamment du mémorable film vantant les pieds-paquets Artus, fondateur de l'EBC, École de Bourse par Correspondance, dont il était l'unique et principal professeur, visiteur médical, auteur de pièces radiophoniques et de romans policiers, scénariste et dialoguiste de films noirs, acteur de composition et enfin artiste peintre spécialisé dans le faux figuratif. Et tout ça sans bouger de l'immeuble, comme son nom l'indique, de la rue Jean-Martin. C'est-à-dire qu'en 1948, ils s'y sont installés, Alex le démarcheur et Alice la harpiste, et qu'ils n'ont pas bougé de là jusqu'en 80. Le syndic s'appelait SADOC. Et tous les mois, il fallait payer SADOC. SADOC. Quand ils s'engueulaient, c'était toujours à cause de SADOC.
Qu'est-ce qu'il a fait, Sadoc? Il nous emmerde, Sadoc. Faut penser à Sadoc. Moi, je m'enfermais dans ma chambre et je les entendais parler de Sadoc. On aurait dit qu'il n'y avait qu'une chose à faire dans la vie, c'était payer Sadoc. Moi, je l'aurais tué, Sadoc. Hein. Je ne pensais qu'à ça. Sadoc, Sadoc de merde. Mais ne crie pas comme ça, Alex. Enfin, les voisins. Je les emmerde, les voisins. Alex. Et ding, 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 et ding, ding. La harpe qui recommençait à jouer. Et tic-tac, tic-tac, tac, tic-tac, zing. La machine à écrire d'Alex recommençait à jouer pour payer Sadoc. Au début, il avait une Olivetti de bureau, et puis un jour, il a ramené une Japy électrique. Il avait acheté rue Saint-Savournin, mais elle n'a jamais eu de moteur. Il fallait acheter le moteur à part, et le marchand n'en avait pas en stock. Du coup, elle n'était électrique que de nom, mais ça ne faisait rien. Il y avait une touche avec dessiné dessus un éclair, comme la foudre, soi-disant pour quand il y aurait le courant dedans. Mais il n'y a jamais eu le courant dans cette machine. Je dis il y avait, mais je devrais dire il y a, puisque cette machine Japy, elle existe toujours. Moi, je peux la voir quand je veux. Comme l'appartement. Il existe toujours. Et je peux y aller quand je veux. Maintenant, c'est le frère d'Alice qui y habite. Le frère jumeau, Armand. 3,9 kg à la naissance. Mais des voisins de l'époque, il n'y a plus que Madame Benoît qui habitait le sous-sol, à côté des caves où j'avais peur de descendre quand on m'envoyait chercher le charbon. Monsieur Benoît est mort il n'y a pas longtemps. Il était coiffé en brosse et il était représentant en brosse. Moi, j'ai toujours cru que ça avait un rapport, mais en fait, il n'y en avait pas. Au rez-de-chaussée d'un côté, au-dessus de Madame Benoît, il y avait une famille avec notamment un petit garçon que j'ai vu naître et grandir, et puis mourir aussi, parce qu'à 14 ans, il a eu un accident de moto quand il était petit. Je descendais l'escalier et il m'appelait « Cierge, Cierge !» On devait avoir 5 ou 6 ans de différence. C'était bizarre de m'appeler « Cierge, Cierge !» comme ça, comme s'il voulait me dire quelque chose. Peut-être sur la mort, je ne sais pas. Ou bien là non plus, il n'y avait pas de rapport. En face d'eux, au rez-de-chaussée, il y avait aussi Madame Marseille. Elle vivait seule, elle aussi, mais avec un défilé perpétuel d'amants. Elle était complètement saoule à partir de 10 heures du matin, et maigre, mais maigre, carrément squelettique. Le summum a été atteint quand son amant a été le clochard du quartier. Il venait coucher chez elle, puis il repartait au petit matin. Et la nuit, dans la rue, garé devant la porte de l'immeuble, il y avait notre ID19 neuve avec les fauteuils en cuir qu'Alex avait acheté grâce à l'argent du cinéma, et derrière la carriole du clochard. C'était les 2 seuls véhicules de la rue. Après, il y a eu la Floride décapotable bleu turquoise de la crémière du coin, et puis après, bien sûr, après, il y en a eu plein d'autres, bien sûr. Alors, au-dessus de Madame Marseille, il y avait les Castellagi. C'était 2 sœurs et un frère qui habitaient avec leur mère, mais tous d'un âge avancé. Dans les femmes, on ne savait jamais qui était qui parce qu'elles se ressemblaient toutes. Le seul homme, donc, c'était le frère et fils Raoul, toujours tiré à 4 épingles, mais le pauvre, il était sourd comme un pot. Et comme pendant un temps, on a été les seuls dans l'immeuble et même dans le quartier à avoir le téléphone, tout le monde venait téléphoner chez nous. Dès que quelqu'un était malade, on avait un accident ou bien devait être appelé d'urgence, je ne sais, ou il rappliquait à la maison. C'était sans arrêt des appels pour un tel, que la sœur elle avait fait une chute en montagne, que l'autre, son frère, avait une apoplexie, qu'il fallait d'urgence aller le chercher, que le suivant, il avait fait une hydrocution, etc. Et tout le monde donnait notre numéro de téléphone pour qu'on l'appelle en cas d'urgence. Ce qui fait que je passais mes soirées à aller courir et chercher des gens dans le quartier pour prévenir qu'il y avait des catastrophes. Mais le mieux, c'est quand Raoul montait pour téléphoner, parce que comme il était sourd, il venait avec une de ses sœurs qui lui traduisait ce que la personne à l'autre bout du fil disait. On peut penser qu'il aurait été beaucoup plus simple que les sœurs répondent directement au téléphone, mais elles ne pouvaient pas parce qu'elles étaient très timides. Donc il n'y avait que Raoul qui pouvait parler. Ça donnait des dialogues du type qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il demande pourquoi c'est que tu téléphones. Je téléphone parce que ma mère est malade et il faut que vous veniez. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il faut que tu lui dises où on habite. On habite à Marseille. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il demande où à Marseille. Eh bien, Jean-Martin. Eh bien, dis-lui. Ben, qu'est-ce que tu dis ? Alors, je te dis qu'il faut que tu lui dises qu'on habite rue Jean-Martin. On habite rue Jean-Martin. Qu'est-ce qu'il dit ? Il demande le numéro. Quel numéro ? Le numéro de téléphone, mais je sais pas. À ma mère. Madame, c'est quoi déjà votre numéro de téléphone ? Le docteur demande votre numéro. Mais non, c'est le numéro de la rue qu'il faut dire. Le 2 rue Jean-Martin. Dis-lui qu'on est au 2. Bon, en général, à ce moment-là, ma mère prenait le combiné et discutait directement avec le docteur, sinon ça pouvait durer 100 ans. Et encore heureux quand il tombait sur le docteur directement.
Si jamais ils se trompaient de numéro de téléphone, c'était carrément à pleurer de rire. Ils sont tous morts maintenant. Raoul, l'an dernier, il a enterré tout le monde, puis il s'est enterré tout seul. Pas d'héritier, rien. L'appartement est resté fermé avec les scellés pendant 1 an. Et un jour, on a tout déménagé, tout est allé à la salle des ventes, et hop, voilà, rideau. Sur le palier, à côté des Castellagi, il y avait la famille Vastré, avec Marie-Jeanne, qui était un peu plus âgée que moi, et qui voulait faire actrice de cinéma quand elle était petite. Mais qui ajoutait que, probablement, elle n'y arriverait jamais parce qu'elle aurait trop peur si jamais on lui demandait, pour un film, de se promener toute seule dans la forêt. Monsieur Vastré était architecte paysagiste, un homme d'une grande gentillesse. Sa femme, c'était Madame Vastré. Le plus qu'elle a pesé, c'est 218 kilos. Elle était obèse. Elle ne sortait jamais. Toujours, j'allais la voir parce que c'était les seuls de l'immeuble à avoir la télévision. Nous, on avait le téléphone et eux, la télévision. Le mercredi soir, je descendais voir la piste aux étoiles, chez eux. Je sonnais, je rentrais, je m'asseyais à côté de la table de la salle à manger. Madame Vastré finissait son repas. C'était une vision extraordinaire, cette table, avec la toile cirée recouverte des restes pantagruéliques des repas du soir, avec les écorces d'une dizaine d'oranges, et les emballages de gâteaux, les pots de bananes, les soupirs vides, les assiettes et les plats empilés. Et moi, je regardais à la télé les éléphants et les magiciens. Et je ne pouvais pas imaginer que ça n'avait pas un rapport direct avec ce que j'étais en train de vivre. Périodiquement, elle faisait une cure d'amaigrissement. C'est-à-dire qu'elle entrait en clinique, l'ambulance attendait devant la porte d'entrée et tout le monde regardait Madame Vastré partir. C'était obligatoire. Il y avait un moment où ça devenait obligatoire qu'elle maigrisse. C'était le moment où elle devenait aussi grosse que la porte d'entrée de chez elle. Et ça, c'était dangereux, parce que par exemple, elle n'aurait pas pu sortir si jamais il y avait eu le feu. Et il fallait anticiper ce moment dramatique. Le moment où elle ne pourrait plus passer par la porte. Des fois, c'était juste. Elle passait juste. Alors elle restait 3 semaines, 1 mois à la clinique, où elle ne mangeait que des yaourts et de l'eau, et elle revenait en ayant perdu entre 60 et 70 kilos. Il y a bien 1 tonne de Madame Vastré qui a disparu avant qu'elle ne disparaisse, elle. Vraiment, la pauvre. Un jour, le cœur a lâché. C'était trop pour lui faire l'accordéon comme ça. Un jour, il n'a plus pu assurer. On disait que quand elle avait été enceinte de Marie-Jeanne, eh bien, elle ne l'avait su que la veille de l'accouchement. C'est pour dire ce que c'est la réalité. Alors, au-dessus des Vastré, il y avait Madame Mélie, qui était professeure de piano dans l'appartement à côté de chez nous, sur le palier. Ma mère m'avait interdit d'aller chez elle parce que son fils était mort de la tuberculose. Il jouait du cor, son fils. Un jour, j'étais rentré de l'école et j'avais vu devant la porte les draps noirs, comme on faisait dans le temps, avec une grande lettre M, blanche, qui voulait dire Mélie. Et dans le couloir d'en bas, il y avait une table avec un drap noir et un cahier, un stylo accroché, où les gens venaient marquer ce qu'ils voulaient dire aux morts. Et en arrivant au dernier étage, j'avais vu la porte entr'ouverte et le cercueil sur des tréteaux, avec le corps dedans. Et sur le corps, il y avait son corps déposé. J'ai toujours cru que ça avait un rapport, mais il paraît que non. Chaque mardi gras, je ne sais pas pourquoi, Madame Mélie m'offrait un masque de carnaval et ma mère me l'arrachait tout de suite parce qu'elle avait peur que j'attrape la tuberculose. Elle me le cachait sur l'armoire, là où il y avait les vieilles crêpes. Parce qu'à la Chandeleur, on faisait les crêpes avec des sous dans la main, un billet. On faisait retourner à chacun une crêpe et la dernière, un de nous devait l'envoyer sur l'armoire, mais de dos et les yeux fermés. Et elle y restait. C'était une tradition. Alors, à la période des concours du conservatoire, l'immeuble était en folie. Ma mère et ma sœur jouaient de la harpe, plus les élèves de ma mère qui venaient travailler à la maison. La plupart n'avaient pas de harpe chez elles. À côté, les élèves de Madame Mélie jouaient du piano, plus son fils qui faisait du cor en toussant, plus les sœurs Castellagi qui hurlaient pour que Raoul fasse je ne sais quoi, plus Alex qui tapait à la machine, plus Madame Marseille qui insultait le clochard. Ils se battaient comme des chiens. Le soir, c'était des hurlements, des coups, du verre brisé, des buffets qui tombaient. Un des voisins de l'immeuble, à côté, était militaire en retraite. Et quand ça faisait trop de bruit, il prenait son haut-parleur d'électrophone, il l'installait dehors à sa fenêtre, il fermait ses persiennes et il mettait à fond sans brémeuse. Et toute la cour résonnait. Dans cet immeuble à côté, justement, il y avait un appartement maudit. Il était au premier étage et dedans habitait une petite vieille qu'on appelait la folle aux cajots. Parce qu'elle ne sortait que la nuit et rentrait chez elle avec des cajots. Et elle marmonnait toute seule dans les rues la nuit.
Un jour, je ne sais pas ce qu'elle avait fait de bizarre, mais on avait été obligé de l'emmener en clinique, à l'asile, quoi. Quand on avait déménagé son appartement, il n'y avait que des cajots dedans, mais à ras-bord jusqu'au plafond, que tout le monde avait dit que c'était un danger public, que s'il y avait eu le feu, etc. Là, dans cet appartement, c'est un jeune couple qui s'est installé. Et dès le premier mois, ils n'ont pas arrêté de se disputer. Lui, il était devenu fou. Il passait ses journées dans la cour, et chaque semaine, il avait une nouvelle lubie. Une fois, c'était l'élevage de poissons rouges dans le lavoir. La semaine d'après, c'était la construction d'un poulailler, puis le dressage de bergers allemands, puis les escargots, et puis les champignons de Paris, et puis faire pousser des légumes, et puis des tourterelles. Et chaque fois, il trimballait tout le matériel pour sa folie passagère, qui ne durait même pas le temps de savoir si ça allait marcher ou pas. Un soir, il était chez lui, et on sonne à la porte, et il va ouvrir, et il voit une vieille dame sur le palier. « Bonsoir, madame. »« Bonsoir, monsieur. »« Qu'est-ce que vous voulez ?»« Je viens voir madame Sprunz. » Moi, j'invente, parce que je ne me rappelle plus le vrai nom. « Ah, mais elle n'habite plus là. »« Comment ça, elle n'habite plus là ?»« Eh oui, elle est partie il y a 1 an, à l'asile. »« Mais elle n'est pas là, c'est chez elle. »« Mais non, madame. »« Mais qui vous êtes ?»« Nous sommes les nouveaux locataires. »« Bon, ben ça fait rien, je vais l'attendre. » Et la vieille, elle s'est assise sur les escaliers. « Mais enfin, madame, il ne faut pas rester là. Elle ne va pas venir puisqu'elle n'habite plus ici. Et moi, je vous dis qu'elle va venir. Je vais l'attendre parce que j'ai rendez-vous avec elle. » Le pauvre nouveau locataire ne savait plus quoi faire. Il a sonné à côté et les voisins ont ouvert et ont reconnu madame Sprunz. Mais c'était elle. Elle s'était échappée de l'asile et elle venait se rendre visite. Tout le monde est sorti pour la voir. Alors des infirmiers sont venus la récupérer et on n'en a jamais plus entendu parler. En face, de l'autre côté de la cour, il y avait une femme qui était toujours dans sa verrière aux vitres vertes. Et de temps en temps, elle avait des crises et elle parlait toute seule. Et le plus extraordinaire, c'est qu'elle faisait toutes les voix. C'est-à-dire qu'elle imaginait dans sa tête que des gens venaient chez elle pour l'emporter ou bien pour la torturer. Elle faisait tous les dialogues en changeant de voix. Des voix graves d'hommes, et puis elle au milieu qui criait « Laissez-moi, mais laissez-moi, je vous ai rien fait !» Et les voix d'hommes « Alors, salope, tu l'as bien cherché, hein? On t'a retrouvé, traîné, t'as les mots de cacher, tu vas nous le payer, ordure! Grosse pute, tu vas voir si on t'attrape. » Et elle « Non, 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 je vous en prie, je le ferai plus, je ne le volerai plus, au secours, au secours, au secours !» Et elle courait en tous sens dans la carrière, et toutes les fenêtres s'ouvraient, et surtout l'été, les gens écoutaient, comme au cinéma. Et puis ça montait, les voix d'hommes, « Salope! Et celle-là, tu la veux, celle-là? Tiens, encore une! Pourquoi tu te cachais, hein? Strass! Tiens, prends ça, tu vas nous le payer! » Et elle, « Assez, assez, je vous en supplie, vous pouvez pas me faire ça, je vous promets, je le referai plus, au secours, au secours !» Et puis à la fin, elle se mettait à la fenêtre, et elle criait aux gens, « Mais venez m'aider, au secours, venez m'aider! Qu'est-ce que vous attendez, au secours! À l'aide, s'il vous plaît, personne ne m'aide, mais vous me laissez crever, bande de salauds !» Alors les gens, c'est-à-dire nous, entre autres, on se regardait, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors quelqu'un commençait à dire, et si cette fois il y avait vraiment quelqu'un? Et tout le monde discutait, mais c'est pas possible qu'il y ait vraiment personne. Il faudrait aller voir. Mais non, c'est elle qui fait toutes les voix. Pourtant, on dirait bien, hein, si jamais, mais on sait jamais. Et si cette fois, appelez les pompiers? Ça, qu'est-ce qu'elle nous emmerde qu'on peut pas dormir? C'est pas bientôt fini, non? Un jour, elle va vraiment se faire casser la gueule, mais par moi. Parce que vous êtes méchants, vous. Et si jamais, mais si jamais quoi? Il n'y a jamais personne. C'est une folle. Alors à la fin, il y avait toujours 2 ou 3, dont le boucher, monsieur l'ermite, qui habitait au-dessus de chez elle, qui défonçait sa porte, et effectivement, il n'y avait jamais rien. Sauf qu'elle gueulait encore plus fort, parce que sa porte était défoncée, que si les hommes revenaient, ils allaient la tuer, qu'on était tous complices, et elle insultait tout le monde jusqu'au petit matin. De l'autre côté du boulevard Chave, il y avait des petits pavillons avec de beaux jardins, et là habitait le monsieur au bassin des poissons rouges, monsieur Biaggi. Il n'est pas resté longtemps dans le quartier parce qu'il a vendu sa maison et on a construit des immeubles dessus. Il était peintre et il s'est installé à Aix, sur le cours Mirabeau, où il a ouvert une galerie de peinture. Alex était devenu copain avec lui parce que c'était un original. Il était peintre, mais il n'a peint que 5 tableaux dans sa vie. Tous magnifiques. Mais il réfléchissait 10 ans entre chaque. Et les 5 étaient de factures complètement différentes. Il disait, ça c'est ma période bleue, ça c'est ma période cadmium, ça c'est ma période indigo, ça c'est ma période rose, et ça c'est ma période noire.
Il ne pouvait pas en faire un autre de la même période, parce que justement, ce qui faisait sa force picturale, c'est qu'en un seul tableau, il exténuait la période entière. Il n'était évidemment pas question qu'il en vende un seul, puisque d'abord, ils auraient coûté une fortune, et ensuite, il les aimait beaucoup, et il ne pouvait s'en séparer. D'ailleurs, il ne les montrait à personne, sauf à Alex, qui était le seul à pouvoir apprécier. Et à sa femme, Marguerite, qui était sa muse, et dont il devait toujours faire le nu, mais comme il commençait à approcher les 70 ans, ça devenait problématique. Sa seule angoisse, c'était de ne jamais mourir. Il avait peur d'être immortel. Et il disait toujours, en levant le bras au-dessus de sa tête avec l'index levé, « Je suis beau », puis en montrant avec le pouce, comme un dieu. Alex disait que c'était un génie, et ma mère un feignant. C'est un peu grâce à lui qu'Alex a trouvé un éditeur pour son premier roman policier. Enfin, c'est pas exactement grâce à lui, parce que c'est encore une histoire compliquée, mais enfin, presque. Bon, je m'explique. Alors, je bois un coup. Ça va, vous supportez? Alors Alex, à ce moment-là, était visiteur médical. Bon, c'est-à-dire qu'il visitait les médecins en leur proposant de nouveaux médicaments. Et il passait son temps dans les salles d'attente, il tournait un peu en rond, et c'était vraiment un métier emmerdant. Et des fois, il sortait de Marseille, il prenait le bus et allait visiter avec sa mallette des médecins qui étaient en dehors de Marseille. Et un jour, il était sur un banc à La Ciotat, en attendant l'autobus. Et ce banc existe toujours. Il est entre la mer et le cinéma Eden, là où a eu lieu la première projection de cinéma au monde. Un film tourné par les frères Lumière à La Ciotat. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur la plaque en marbre. Tu vois, c'est sur ce banc que j'ai écrit le premier chapitre de mon premier roman, il m'a dit. Devant ce banc, il y avait la plage et des baigneurs, des types avec des serviettes éponges allongées sur le sable, et un des baigneurs lisait un roman policier. Alex, avec sa mallette, en costume, sous la chaleur, il s'épongeait le front et il regardait la scène. D'un coup, le type s'est levé et est allé se baigner en laissant son livre sur la serviette éponge. Alex n'a fait ni une ni deux, il a marché sur le sable avec ses chaussures noires à lacets, et il a ramassé le livre, il l'a feuilleté, il a lu 2 lignes, et puis il s'est dit en lui-même, qu'est-ce que c'est con comme livre. S'il y a des mecs qui gagnent de l'argent en écrivant ça, je suis capable d'en faire autant. Il est revenu sur son banc, et comme l'autobus n'arrivait toujours pas, a commencé à écrire le premier chapitre de son roman, et il a tué un diamantaire. Après, pendant 1 mois, il s'est trimballé chez les médecins avec ce cadavre dans sa mallette qui grossissait. Et quand il a fini, il s'est demandé ce qu'il pouvait faire de ce roman. Il connaissait personne. Il est allé voir Biaggi à Aix, et comme il était dans le marché de l'art, il a demandé si par hasard il ne connaîtrait pas quelqu'un qui aurait que ceci, qui cela. L'autre lui a dit mais bien sûr, je connais quelqu'un qui ne s'occupe que de ça. C'est un très bon ami qui est libraire sur le cours Mirabeau. Ah, ça partait pas fort. Biaggi a fermé la galerie de peinture en mettant la pancarte « Ne pas déranger, le galeriste poursuit son œuvre ». Et ils sont allés voir l'ami libraire, un peu étonné. Il a dit « Bon, il faudrait peut-être l'envoyer à un éditeur. »« Ah bon, vous croyez ?»« Ah ben oui. Et vous en connaissez ?»« Ah ben voyez, il y a des livres, là. Il y a qu'à prendre les adresses et vous l'envoyer à tous. » Et Biaggi a dit « Non, on ne va pas l'envoyer à tous. Parce que d'abord, il n'y a qu'une copie. Et puis mon ami Alex a écrit une œuvre admirable qui ne mérite d'être inscrite qu'au catalogue du plus grand éditeur de romans policiers français. Alors quel est le plus grand éditeur? Ah ben c'est la Série Noire. Et c'est comme ça qu'Alex a envoyé le manuscrit chez Gallimard en demandant l'adresse au libraire du cours Mirabeau. Et tu vois pas que 48 heures après, le matin dans la boîte aux lettres, il y avait une lettre de Marcel Duhamel, directeur de la Série Noire, qui disait « Cher monsieur, ceci, cela en substance, bravo, ça m'a beaucoup plu, si vous corrigez 2 ou 3 choses, 2 ou 3 trucs, je l'édite. » Et alors là, mais là, à partir de là, ça a été la révolution. Surtout que sur le manuscrit renvoyé pour qu'Alex corrige des choses dessus, il y avait une tache d'œuf. Et ça, la tache d'œuf. C'est encore plus important que ce que disait la lettre, parce que ça voulait dire que Duhamel, il avait lu le manuscrit au petit déjeuner, le matin, avec son œuf coq qui était tombé dessus, et que du coup, il avait écrit la lettre tout de suite, et que vraiment c'était bien, et qu'il avait dévoré ce manuscrit, et qu'il avait été fasciné par l'histoire, etc. La tache d'œuf, on ne parlait plus que de la tache d'œuf. Et c'est là qu'on a acheté l'idée 19, avec les fauteuils en cuir. Et Alice a passé le permis exprès. Mais à l'époque, c'était très long pour passer le permis. Il n'y avait pas beaucoup de gens à Marseille qui achetaient des idées 19 avec des fauteuils en cuir. Ils nous ont livré la voiture et pendant 1 semaine, elle est restée devant la maison sans que personne puisse la conduire, le temps du permis.
Le soir, on se mettait tous à la fenêtre et on la regardait. Et comme d'un coup ça a été la fiesta, Alex a décidé qu'on partait tous à Rome pour les grandes vacances, se reposer, parce que depuis la tâche d'œuvre, il n'arrêtait pas d'assassiner des dizaines de diamantaires toutes les nuits en tapant sur sa machine à écrire, et il était près de l'implosion. Seulement, pas question de laisser Alice conduire la voiture sur ce trajet de 1000 kilomètres. Et puis d'abord, elle n'y tenait pas trop, elle ne se sentait pas de le faire. Elle le disait elle-même, hein. Je ne me sens pas. Hein. Mais non, je crois que je ne me sens pas de le faire. Alors on a demandé à Robert de nous conduire la voiture à l'aller, et pour le retour, on se débrouillerait. D'ici là, Alice aurait le temps de se familiariser en Italie avec la voiture. Et ça a marché. Effectivement, ça a marché. Dolo nous a rejoints en avion. On est allé la chercher à Firmini, on l'a vu descendre de l'avion, fière comme un pape. C'était la première fois qu'elle prenait l'avion. Pour une réussite. C'était une réussite. Robert, il faut dire qui c'était Robert. Robert, c'était le beau-frère par alliance de Gabi. Après, je dirai qui c'est Gabi. Robert, il était ange de la route, mais il a souffert un martyre toute sa vie parce qu'il avait des hémorroïdes. Et justement, à cette période, il était en congé maladie. C'est pour ça qu'il pouvait nous accompagner et conduire la voiture. Alors, Gabi. Gabi, c'est le neveu de ma grand-mère Augustine, la mère d'Alice, qui est morte à 102 ans. C'est elle qui a élevé Gabi parce que sa mère, Victorine, qui était veuve, est morte pendant la guerre sous les bombardements. Et Gabi, je l'aimais beaucoup parce que c'était un comique de catastrophe. Quand il était petit, il avait bu 1 litre d'eau de Javel, et on avait dû lui enlever la moitié des intestins, et il avait toujours des sparadraps partout. Un jour, il est allé au cinéma pour voir un film qui s'appelait Le singe de Zorro. Et pendant tout le film, il attendait. Qu'est-ce qu'il attendait? Eh ben, de voir le singe. Il se disait, mais pourquoi il ne montre pas le singe? Moi, je suis rentré pour voir le singe de Zorro. C'est une escroquerie. Et il a commencé à foutre le bordel dans le cinéma en gueulant, le singe, oui, le singe. Bande d'escrocs. C'est pas vrai de voir des choses pareilles. Menteur. Vous la fermez un peu, oui. Vous êtes en train de vous faire avoir et vous dites rien, vous. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est un fou. Oh, on me la copiera. Et puis la fin du film est arrivée, le rideau, la lumière dans la salle, il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas vu de singe. Il est sorti pour aller se plaindre à la caisse. Et là, la bonne femme lui a dit, mais non, c'est pas le singe de Zorro, c'est le cygne de Zorro. Il avait mal lu l'affiche. Comme quoi, s'ils avaient eu l'idée de faire un film qui s'appelait Le singe de Zorro, ils auraient eu au moins un client. Alors un autre jour, Alex s'était un peu disputé avec Augustine parce qu'il l'accusait d'être un satellite russe espion. Mais bon, gentiment. Juste à moitié pour un peu plaisanter. Et à moitié parce qu'il était un peu sur les nerfs. Et comme Augustine, elle avait presque 100 ans, elle l'avait mal pris et elle avait décidé de venir s'installer à Paris et de louer un studio. On lui disait bien que c'était difficile, mais elle ne voulait rien savoir. À ce moment-là, elle habitait dans l'arrière-boutique du magasin Boulevard Chave. Alice avait décidé de faire de la brocante pour revendre tous les objets qu'on avait achetés à l'époque du cinéma, puisqu'Alex n'arrivait plus à assassiner qui que ce soit. Quand il avait fallu repeindre la façade, on avait appelé Gabi, qui était amie avec un peintre en lettres. Et Alice voulait faire marquer sur la devanture brocante. Voilà, tout simplement, brocante. Et quand elle était revenue, le soir, le peintre en lettres avait marqué « À la belle bimbeloterie ». Oh, mais ça va pas la tête. Pourquoi vous avez marqué ça? Mais c'est Gabi qui m'a dit que c'était mieux que simplement brocante. Et puis il a raison, c'est pareil. Ah non, je ne veux pas de ça à la belle bimbeloterie, mais ça va pas la tête. Et elle lui avait fait tout recommencer. C'est Gabi qui m'a dit, et puis c'est pareil, elle est idiote celle-là. Donc, dans cette arrière-boutique, Augustine n'avait pas digéré l'histoire du satellite russe. Et un soir, elle avait voulu faire sa valise. Comme elle était sur l'armoire, elle a essayé de l'attraper par une lanière qui pendait, et la valise lui est tombée sur la tête. Ça lui a ouvert le crâne et elle saignait comme un bœuf. Alors elle a essayé de ramper vers le téléphone pour avertir quelqu'un. Tant qu'elle glissait sur les tomates rouges, ça allait. Mais elle a eu le malheur de vouloir passer par le tapis. Et là, bon sang, elle ne glissait plus du tout. Elle est restée échouée sur le tapis. Avec ses bras, elle n'arrivait plus à se tirer, et puis elle ne pouvait plus se relever. Elle a attrapé le fil du téléphone, elle l'a tiré, mais le téléphone s'est coincé derrière le fauteuil. Impossible de le rapprocher. Et heureusement, Gabi est arrivé. C'est-à-dire qu'il a sonné à la porte, il a entendu à l'intérieur une voix qui disait « Au secours! Au secours !» Il s'est affolé, il criait « Titine, c'est toi, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis échoué !» Bon, Gabi essayait d'enfoncer la porte, mais il n'y arrivait pas parce qu'elle avait mis la barre anti-agression. Alors il a fait le tour par la fenêtre, mais là c'était au premier étage puisque ça donnait sur les jardins, et il a escaladé le toit de la pergola de Madame Brun.
Et au niveau de la fenêtre de la salle à manger, il a aperçu Titine sur le tapis. Il a donné un coup de pied dans la vitre et il s'est ouvert le pied en deux. Il y avait du sang partout. Il a quand même réussi à entrer, il a téléphoné aux pompiers. Et quand les pompiers sont arrivés, c'est lui qu'ils ont amené à l'hôpital pour se faire recoudre le pied parce que Titine, elle, ça allait beaucoup mieux. Le docteur a dit que ça lui avait fait du bien. C'est bon une saignée de temps en temps, mais quand même, à presque 100 ans, il ne faut pas en faire trop souvent. Dans le secrétaire de la rue Jean-Martin, il y a un tiroir secret. Et dans le tiroir secret, il y a une lettre terrible. Mais je ne sais pas s'il faut que j'en parle ou pas, parce que c'est quelque chose d'à la fois terrible et pourtant d'une beauté inouïe. Souvent, j'allais la regarder et je pleurais, parce que pour moi, c'était le comble de quelque chose. Mais je ne sais pas de quoi. C'est une lettre qu'avait écrite Gaby à sa mère Victorine, et qu'il lui avait envoyée parce qu'il était tout petit, et il était quelque part à la campagne pendant la guerre. Et cette lettre, Victorine ne l'a jamais reçue. Quand elle est arrivée, elle était déjà morte. Mais lui, Gaby, ne sait pas qu'elle ne l'a jamais lue. Et dessus, il lui écrit qu'il était content parce qu'il s'amuse bien et en bonne santé, et surtout qu'il va revoir bientôt sa petite maman chérie. Et puis en dessous, il y a un dessin qui représente un champ avec des vaches en couleur et un beau soleil. C'est Augustine qui l'a trouvé dans la boîte aux lettres de Victorine. Et à Gaby, elle n'a jamais pu lui avouer cette chose-là. Et à la fois, elle n'a jamais eu le cœur de la jeter. Alors elle est restée là, dans ce tiroir secret. Et Gaby a dû souvent poser sa main sur ce secrétaire, sans pouvoir imaginer ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui me rend fou de douleur quand j'y pense. C'est une situation sans issue. Ou bien il faut continuer à se taire, et si tout le monde se tait tout le temps comme ça, il y a peut-être d'autres choses qui sont dans le même genre, dans le monde. Il y en a peut-être beaucoup. Je ne sais pas quoi faire. Dolores est morte au mois de juillet. Alex et Alice ont accompagné son corps à Orange, où on l'a incinéré. Comme elle le voulait, puisque maintenant c'est autorisé par le pape. Ils ont attendu 1h30 et on leur a rendu une petite jarre enfermée dans une boîte en carton qui ressemblait à celle qu'on utilise pour les œufs de Pâques. À la maison, ils l'ont posée dans sa chambre, sur la table, devant la télévision. La chatte Clarinette venait se frotter dessus. Au bout d'un mois, elle était toujours là. Alors j'y suis allé et j'ai dit à Alex, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, elle a demandé qu'on la jette dans le vieux port, à l'entrée, devant cette ville qu'elle a tant aimée. Oui, d'accord, mais tu vas le faire quand? Mais je ne sais pas comment il faut faire. C'est ma mère, quand même. Alors, avec Alice, on a pensé qu'on allait descendre à Marseille en train, et puis, arriver sur le port, on allait prendre un bateau pour le château d'If. Et au passage, je ne sais pas moi comment il faut faire. Et vous allez errer sur le port avec ta mère sous le bras? C'est pas possible. Il faut s'organiser. Sinon, les gens vont vous prendre pour de vrais démons. Moi, j'ai téléphoné pour louer un bateau, et le lendemain, on est allé à Marseille, Alex, Dolo et moi. Derrière le pharo, il y avait une bonne femme d'une agence de location de bateaux qui nous attendait. Alex, il ne disait plus rien. Il faisait la moue, la même que Dolo. Je lui ai fait faire le chèque pour le bateau et il n'arrivait pas à le faire. Chaque fois, il le déchirait parce qu'il se trompait. Et puis, il faisait une chaleur. Moi, j'étais là avec Dolo sous le bras et mes 3 roses dans les mains. Bon, alors, il est où ce bateau? Ah, ben, il n'est pas là, il faut faire tout le tour du vieux port. Oh là là, ça fait 4 fois qu'on descend et qu'on monte de la voiture. Faudrait un peu accélérer. Et Alex, toujours, il continuait à déchirer des chèques. Bon, ça suffit, papa, tu le fais, ce chèque, ou pas? Pas besoin de le déchirer en 1000 morceaux à chaque fois que tu le rates. Alors, c'est moi qui ai fait le dernier, et puis je lui ai fait signer. Enfin, papa, ça ne fait pas de déchirer les chèques comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Ils vont dire que je suis un original. La bonne femme nous a dit de suivre un jeune homme qui, soi-disant, était pilote de bateau. Il avait l'air bizarre, mais ma foi, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On est remonté dans la voiture et on est allé sur le port en suivant la voiture du jeune homme. Et là, on est monté sur le ponton. Le type cherchait le bateau. Il ne savait pas lequel c'était. Visiblement, il n'était pas trop au courant. Ah, c'est celui-là. Mais moi qui croyais avoir loué quand même un bateau assez gros, tu parles. C'était presque une coquille de noix. Bon, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On monte dedans, tous les 3, enfin tous les 4, avec Dolo et les roses. Et l'autre, il n'arrivait pas à le faire démarrer. Il tirait sur la ficelle. 1 quart d'heure, ça a duré presque. Il démontait le moteur. Le type ne devait jamais avoir trop vu de moteur de bateau. Oh là là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle nous fait faire, ta mère, papa? Lui, il ne disait plus rien.
Finalement, un miracle, l'autre imbécile arrive à faire démarrer le moteur et il nous dit « Où on va ?» Eh bien, par là, à la sortie du port, à l'entrée, près de la digue, allez-y. Ah, alors il faut mettre les cirés, hein, parce qu'il y a du vent. Vous voyez? Ah, c'est le Mistral, ça fait au moins force 5. En général, les bateaux, ils sortent même pas quand il fait un temps comme ça. Ah, bah là. Il fallait le dire plus tôt. Comment vous voulez qu'on fasse? Maintenant, on est beau, vous croyez qu'on peut aller tout de même juste à l'entrée, là? Ça n'a pas l'air terrible. On va voir jusqu'où on peut aller. Bien, voyons. Il a défait les amarres et vas-y que le bateau démarre. On voyait qu'il n'avait jamais conduit un bateau de sa vie. Tu m'étonnes. C'était le seul qu'ils avaient trouvé dans tout Marseille. C'est pas possible, un kamikaze. Et il tapait dans tous les bateaux qui étaient au ponton. Oh là 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 là. Alex, je lui ai fait mettre le ciré jaune avec le chapeau. Le type aussi, il avait mis le sien. Moi, j'ai rien mis parce qu'il ne restait plus qu'un grand pantalon avec des bretelles. Je voulais pas avoir l'air ridicule. Et on a avancé dans le port. Comme c'était au mois d'août, en bas du fort Saint-Jean, il y avait plein de gens en maillot qui bronzaient et ils nous regardaient passer. On avait l'air de quoi? Eh bing. J'y connais rien en marine, mais quand même, je sais que les vagues, il faut pas les prendre de côté. En plus, on avançait, et plus on avançait, et plus les vagues devenaient grosses. Mais on a beau dire, hein, l'entrée du port de Marseille, c'est un endroit magnifique. On voit les collines qui entourent la ville, et je n'avais jamais eu l'occasion de voir cet endroit comme ça, de si bas, parce qu'on était bas. Qu'est-ce qu'on était bas? De l'eau commençait à entrer un peu dans le bateau. Le soi-disant pilote, il me regardait de temps en temps. Bon, ça va là, mais alors, allez tout de même un peu plus loin, on est juste à l'entrée, au moins jusqu'à la digue, il y a des baigneurs là. Oui, mais ça commence à être fort là, ben je vois bien, mais quand même. Elle a dit dans la rade, pas dans le port. Et puis, allez tout droit, là. Pas besoin de se mettre en travers. Vous voyez pas que les vagues, elles nous rentrent par le côté là? Mais j'ai jamais conduit de bateau, moi. Oh, et c'est maintenant que vous le dites. Alex faisait de plus en plus la moue dans son ciré jaune. Il devenait vert. On était secoués comme des pruniers. Les baigneurs, ils nous faisaient des signes. Alors quand les vagues étaient plus hautes que nous, je me suis mis à ouvrir la boîte, puis la jarre avec un couteau, et ça remuait. Et j'ai renversé la jarre dans l'eau d'un coup. Ça a été quelque chose d'aérien. La cendre est partie d'un seul coup, toute seule dans une bouffée de vent. J'en avais plein les mains, et le bras, et le bateau aussi. Puis j'ai jeté aussi la jarre, les 3 roses, et j'ai dit à l'escroc de faire demi-tour. Lui, il n'attendait que ça. Presque il était en train de mourir de peur, cramponné au volant avec les vagues qui venaient sur sa tête. Alex, son ciré, était devenu presque tout noir, plein de cendres. On est rentré au port. Le calme grandissait. Je me suis nettoyé dans l'eau avec la main, et l'arrière du bateau aussi, et le ciré d'Alex qui était plein de dolo. On revenait de la tempête, mais comme soulagé. Alex souriait, c'était fait. Je lui ai dit de donner un petit quelque chose au pilote, il lui a donné 200 francs. L'autre a dit non, c'est trop, ouais, mais c'est trop, mais c'est comme ça, hein. Il va pas discuter en plus. On devait vraiment avoir l'air d'originaux. Avant de repartir, on a marché un peu sur le port, et on est passé devant le restaurant, place aux Huiles. Maintenant, ça fait bar. On a bu un coup à la terrasse. Et on est parti de cette ville qu'elle avait tant aimée. Quand on allait au restaurant avec Dolores, elle commandait toujours du poisson parce qu'elle aimait ça. Mais il fallait que le chef lui présente le poisson à sa table et elle lui regardait les yeux. Elle disait, c'est dans les yeux qu'on voit si les poissons, ils sont frais. L'autre jour, j'y suis retourné sur le port. Il y a le petit marché le matin sur le quai des Belges. Je cherchais des yeux de Sainte-Lucie. C'est une sorte de petit coquillage qui porte bonheur et qu'on trouve lors de la pêche au rascasse. C'est très rare, mais ça ne vaut que 10 francs. Et j'ai vu un gros poulpe qui rampait sur un étal et qui essayait de s'échapper, comme s'il avait voulu venir vers moi.